professeur se sent submergé, alors qu'il passe pour un touriste dans l'imaginaire social. Si je m'en tiens à mes heures, je suis un fonctionnaire. Mais si je me conduis autrement et que j'en fais plus, on me dit alors que je suis un crétin, parce que je ne suis pas payé pour tout ce travail que je fais en plus. Cette situation illustre la double contrainte et les différents stéréotypes auxquels les enseignants sont très souvent confrontés, à savoir qu'on part du principe et du postulat que ce sont des glandeurs, flemmards, qui ne font rien de leur journée, qui travaillent 18 heures par semaine et qui sont 3 mois dans l'année en vacances à cela couler douce. Donc, pour aller au-delà de ces préjugés, mais surtout pour parler justement de la réalité du métier d'enseignant et de son exercice au quotidien, je vais ici vous proposer une vidéo qui parle de charge mentale, puisque j'ai suivi une formation qui était très intéressante à ce sujet, alors qui était plutôt sur accueillir les émotions, les gérer pour soi et pour les élèves, mais qui a eu l'avantage de nous faire parler justement de la charge mentale ressentie par les enseignants, et je pense que c'est un sujet très important à aborder, d'où la vidéo d'aujourd'hui. Et avant toute chose, évidemment, il s'agit de définir ce qu'on entend par charge mentale. Donc ce sont des psychiatres, psychanalystes qui ont défini à partir des années 80 ce que signifiait la charge mentale, dont on entend énormément parler aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les couples. Principalement les couples hétérosexuels, puisqu'on explique que généralement, c'est la femme qui porte la charge mentale dans le couple, puisqu'elle doit gérer à la fois son travail, sa maison, et également les enfants. Alors oui, je sais, j'entends déjà venir les cris et les personnes qui me diront que ce n'est pas pareil chez eux. Je suis d'accord, heureusement que le monde évolue de manière positive, mais il n'empêche que dans la majorité des cas, c'est encore la femme qui porte cette charge mentale. De toute façon, ici, on n'est pas là pour parler de la charge mentale dans le couple, mais pour montrer que la charge mentale, elle se retrouve également dans le travail, et de manière quotidienne. La charge mentale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait de devoir faire simultanément plusieurs choses en même temps, et ça engendre une impression de débordement et le sentiment d'être sans cesse dans l'urgence, puisqu'on a l'impression d'avoir toujours 1001 choses à faire. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que normalement aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, où il y a de plus en plus de technologies du numérique qui doivent nous faciliter les choses et nous permettre de gagner du temps, eh bien on n'a jamais eu autant l'impression d'en manquer. Parce qu'on est sans cesse en train de se mettre en situation de double, triple, voire multiples tâches qui fait que notre cerveau est au bord de l'implosion. Alors, avant du coup de continuer sur cette vidéo, je tiens à dire ici que je vais parler des enseignants, mais je suis totalement consciente, évidemment, dans chacun des métiers, vous pouvez avoir cette impression de surcharge cognitive et mentale. Il ne s'agit pas ici de dire que seuls les professeurs sont concernés par cela, mais il n'empêche que les professeurs ont un métier qui les met dans une situation de charge mentale qui parfois peut être supérieure à certains autres métiers. J'entends ici par là que quand vous êtes assis à un bureau toute la journée ou que vous êtes face à un ordinateur, la charge mentale n'est pas la même. Donc je ne minimise absolument pas le fait que vous puissiez ressentir de la charge mentale également, mais il n'empêche que quand on est seul dans un bureau face à un écran, si par exemple quelqu'un arrive, nous donne des informations ou qu'on reçoit des mails qui peuvent être très intrusifs et très angoissants avec la surcharge de mails, on peut quand même prendre le temps de noter les choses. Ce qui n'est pas toujours le cas pour un enseignant. Le professeur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se retrouve quand même très régulièrement dans ces situations de multiples tâches. Pourquoi? Parce qu'il est censé faire son cours, corriger ses copies. Alors vous allez me dire, effectivement, il n'est pas obligé de les faire en même temps pour ça. Nous sommes d'accord. Gérer l'administratif, quand il arrive en cours, qu'on lui donne des papiers qu'il n'avait pas prévus, qui doivent du coup faire qu'il arrête son cours pour pouvoir gérer les papiers, notamment quand on est professeur principal, mais même quand on ne l'est pas, des fois des collègues nous transmettent des informations à donner à des élèves qu'il faut prendre en charge. Il y a la gestion des carnets, le contrôle justement des devoirs également. Il faut également pouvoir vérifier ses mails qu'on peut recevoir en même temps qu'un cours. Alors oui, qu'on peut faire après, mais qui signifie parfois le faire sur la pause qu'on peut avoir entre un cours et un autre. Il faut aussi faire son cours tout en gérant sa classe, s'assurer que Paul n'a pas mis son doigt dans le nez de son camarade, que Michel a arrêté de se balancer et que Marguerite et Agnette ont arrêté de discuter entre elles, tout en écrivant par exemple le cours pour un élève qui a un PAP, qui a des difficultés parce que l'AESH n'a pas pu se présenter, tout en faisant mentalement la liste des choses qu'il faudra faire après, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et généralement en se faisant la réflexion au passage qu'à force d'avoir pensé à 1001 choses, on regarde son cours et on se dit qu'il est complètement nul, bâclé, et qu'il faudra du coup le recommencer pour l'améliorer. Je vous donne donc un exemple très concret, c'est que quand vous avez 30 élèves, par exemple de 6e, qui vous foncent dessus pour vous donner
tous en même temps une information différente, eh bien je peux vous assurer que c'est très très compliqué de pouvoir les écouter les uns à la suite des autres et de prendre en compte les besoins de chacun. Alors, je ne veux pas jouer à la vieille acariâtre qui dirait « De mon temps, c'était quand même plus facile, hein. Les élèves à l'époque, ils écoutaient, je prenais des règles et puis pouf, je les faisais taire, c'était beaucoup plus simple. » Donc non, il ne s'agit pas de dire « C'était mieux dans le passé, revenons dans le passé », déjà parce que c'est impossible, mais surtout parce que de toute façon, le monde et la société dans laquelle on est a évolué. Je pense que ce n'était pas forcément mieux avant, mais je pense par contre que c'était plus simple. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous aviez moins d'activités multiples à gérer en même temps, puisque on s'enlevait justement le numérique, qui, si vous le rappelez au début de la vidéo, est censé normalement améliorer les choses, mais qui au final nous rajoute des tâches, parce que on se retrouve à avoir deux activités en même temps, et du coup notre cerveau est sans cesse partagé entre les deux, et ça c'est dans tous les métiers, nous sommes d'accord. En ce qui concerne l'enseignant, je pense quand même que les conditions d'exercice du métier sont devenues plus dures aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les élèves d'aujourd'hui ne sont pas les élèves d'hier, parce que l'attention, la concentration, tout cela c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué pour les élèves qui n'ont plus l'habitude justement d'être concentrés très longtemps sur une seule tâche. Alors après, pour une multiplicité de raisons, dont je pense quand même que font partie les écrans, puisqu'aujourd'hui on ne sait plus s'ennuyer, dès que quelqu'un a une petite microseconde de libre, on fait quoi ? On fonce tous sur les réseaux sociaux ou sur la télévision, et du coup, forcément, on cherche à combler tout notre temps, et notre attention est sans cesse fluctuante et attirée par différentes choses, donc cela s'en ressent aussi sur les enfants, donc sur les élèves qui ont de plus en plus de mal à se concentrer. Mais surtout, on a des élèves qui sont de moins en moins curieux. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me peine, m'afflige, me perturbe, c'est de me dire que je fais un cours et des fois j'ai une classe en face de moi où tout le monde semble complètement en avoir rien à faire. Donc les élèves, ils discutent bien entre eux, ils bavardent, ils chuchotent, alors pas forcément très très fort, mais ils ne m'écoutent pas. Et moi, j'ai l'impression de faire cours dans le vide. Et ça, du coup, ça donne un sentiment derrière où on se demande à quoi on sert en fait, hein. Et surtout, ils sont donc de moins en moins curieux, de plus en plus passifs et de plus en plus consuméristes envers l'école. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression que nous sommes des animateurs là pour faire coucou, pour attirer leur attention, pour les intéresser, pour les motiver. Donc c'est bien d'intéresser les gens et de les motiver. Le problème, c'est que à force d'essayer de proposer sans cesse des activités innovantes et ludiques, eh ben, on se demande si on n'a pas l'impression plutôt qu'on nous consomme, c'est-à-dire qu'on nous dit on veut que vous fassiez ça, 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 ça. Et au final, du coup, ils ne sont plus spécifiquement habitués à fournir un effort par le travail, puisqu'on est sans cesse en train d'essayer de capter leur attention par des choses plus ludiques. Et je suis la première à dire que c'est très bien d'avoir des activités innovantes et ludiques, mais de façon générale, j'ai parfois quand même l'impression que c'est presque les élèves qui font la liste de courses de ce qu'ils voudraient avoir, qu'on devrait leur fournir pour qu'eux puissent travailler. Mais que paradoxalement, ils ne travaillent pas forcément plus. Et vraiment, je me dis que s'ils avaient vécu l'école en mon temps, qui était pourtant pas si lointaine, ou dans le temps de leurs parents, eh ben, c'était quand même pas les mêmes enseignants qu'ils avaient en face d'eux, hein. Donc ça revient, nous, à fournir une fatigue émotionnelle et mentale, puisqu'on est sans cesse en train d'essayer de capter leur attention à longueur de temps et à longueur de journée. Aussi, ce qu'il faut aussi relever, c'est que le professeur se retrouve face à un groupe, donc à des individus qui sont tous différents, avec des émotions différentes à gérer. C'est pas comme quand vous êtes dans un métier où vous êtes face à une seule personne ou face à une machine. Encore une fois, on a bien compris, je ne suis pas en train de dire que mon métier est plus dur qu'un autre, je fais un comparatif pour pouvoir illustrer la réalité du métier d'enseignant. Dans un métier où vous êtes face à une personne ou deux personnes, vous n'avez pas à gérer un groupe. Quand vous vous retrouvez à gérer un groupe, vous gérez donc des émotions diverses, et surtout des émotions qui se retrouvent à être partagées. C'est-à-dire que l'élève, par exemple, s'il se comporte mal, s'il va pas bien, s'il est en colère, s'il vous répond mal, c'est peut-être tout simplement parce qu'il s'est disputé avec sa petite sœur qui lui a volé sa tartine le matin. Sauf que ça, vous le savez pas. Et vous prenez sa colère en pleine tête. De la même façon, vous allez peut-être réagir de manière colérique face à un élève parce que vous avez une migraine ce jour-là et que c'est lui qui, en utilisant son Tipex, a fait du bruit, et vous savez pas pourquoi, c'est lui qui a pris par rapport à un autre. Ce qui peut engendrer, du coup, des sentiments d'injustice chez l'élève et un sentiment de culpabilité après chez l'enseignant qui se dit « Oups, mince, je lui ai un peu crié dessus fort alors que c'était juste parce que j'avais mal à la tête ». Mais nous sommes du coup tous des êtres avec des émotions et des vies différentes. Ce qui fait que du coup, il faut arriver après à gérer à la fois ce truc de « je suis là pour travailler en cours » et j'ai mes émotions que je dois aussi peut-être, alors évidemment prendre en compte, mais peut-être réussir à les mettre de côté dans un certain contexte, à un certain moment, pour me mettre au travail. Je disais donc, le professeur se retrouve face à un flot d'élèves et donc un flot d'individus différents qui ont des émotions différentes, et son attention est partagée du coup entre une multiplicité d'individus.
Ce qui fait qu'il est constamment en train de devoir prendre des micro-décisions constantes. Par exemple, est-ce que je fais un remarque à cet élève-là qui est en train de jeter son stylo dans le chauffage, au risque de faire brûler l'établissement? Est-ce que je dis chut à Marie et Louise qui sont en train de discuter? Ou est-ce que j'occulte finalement ces deux aspects-là et que je continue mon cours? Ce qui fait qu'en fait, il faut prendre très très rapidement des décisions et que parfois, on est en train de faire cours, on est en train de parler de quelque chose, on est face à notre tableau, on est là genre regardez, vous voyez, ça c'est les missiles qui ont été posés à Cuba, qui sont pointés sur les États-Unis en pleine guerre froide et Maxime, arrête de tirer sur les cheveux de ton camarade! Donc j'étais en train de dire que Kennedy allait prendre contact avec Khrouchtchev pour Marguerite, ton chewing-gum! Pouvoir justement régler cette situation diplomatique. Cette situation de double, voire de triple tâche, c'est ça qui engendre une fatigue mentale et émotionnelle. Sachant quand même qu'on est constamment entouré de bruit, donc ça aussi ça peut être fatigant ensuite à gérer, et qu'il faut faire en sorte que nos propres émotions ne rejaillissent pas justement sur les élèves. Donc il faut à la fois être là pour pouvoir prendre en compte leurs émotions, mais tout en gérant les nôtres. Et parfois, eh bien, on est beaucoup plus laxiste et sympathique à 8h30 du matin qu'à 10h30. Gérer une classe, je vous disais, c'est de plus en plus difficile parce qu'on est aussi face à des élèves qui ne respectent pas forcément toujours les enseignants et l'attitude qu'on attendrait du coup d'un élève face à un enseignant. Par respect, j'entends pas par là que les élèves doivent vouer un culte à l'enseignant en le prenant pour un maître absolu qui détiendrait une vérité sans faille et une autorité qui serait incontestable, c'est pas du tout ça. Mais par respect, j'entends simplement respecter des règles de politesse, écouter, ne pas bavarder, participer, s'excuser quand on arrive en retard et ne pas rentrer dans la classe en disant même pas bonjour. Se rendre compte aussi qu'on n'est pas seul au monde et qu'on fait face à un groupe, et ça c'est quelque chose que les élèves, aujourd'hui, ont du mal à apprendre, et d'autant plus je trouve avec le confinement, qui en fait pour certains leur a fait perdre les règles de la vie de collectivité. Et il faut pas oublier quand même qu'on agit en groupe et en société, et que l'école ça prépare aussi à la vie en société, et que la vie en société bah, c'est aussi correspondre à des règles. Et moi la première, il y a des règles avec lesquelles je me passerai bien, mais en même temps, c'est ça aussi, c'est savoir respecter l'autre et savoir respecter la personne qu'on a en face de soi, notamment l'enseignant qui est là, qui travaille, qui vous dispense un cours. Donc rien que par respect pour le travail qui a été fait, eh ben, on attendrait quand même un minimum de politesse de l'enfant, qui n'est pas toujours donné. Ce qui m'amène justement sur la partie plutôt des parents. Donc il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les parents sont de plus en plus défiants face à une société dans laquelle ils sont moins sûrs en matière d'éducation, parce que il ne donne pas forcément toujours du crédit à l'éducation qui est donnée, alors peut-être à raison, peut-être à tort, mais il n'empêche que la parole du coup de l'enseignant est sans cesse remise en question. D'un côté, ça peut être bien, si vous avez effectivement des enseignants qui parfois sont trop autoritaires, trop durs, et je ne conteste pas le fait que parfois des parents, en toute légitimité, aient le droit de faire une remarque à un enseignant sur quelque chose qui s'est mal passé ou la façon dont un enseignant s'est mal comporté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et notamment avec les mails et l'accès facile à la communication entre un enseignant et un parent, parfois on reçoit des messages, mais virulents, qui font des tonnes et des tonnes de lignes, sur lesquels on se permet de nous remettre en question sur tout et n'importe quoi, et surtout en partant du principe qu'il n'y a qu'un seul son de cloche, c'est-à-dire la parole de l'enfant qui n'est absolument pas remise en question. Alors j'ai bien conscience pour certains parents que leurs enfants sont de petits anges quand ils sont chez eux, mais sachez-le, les anges, ça peut aussi se transformer en démons quand c'est confronté à un groupe classe et quand un enfant se retrouve avec d'autres individus, notamment quand c'est un adolescent et qu'il a envie de se mettre en valeur dans un groupe. C'est pas ici pour critiquer les parents, c'est pour dire simplement que des fois, il faudrait peut-être qu'on revoie peut-être la façon dont chacun communique, et la facilité offerte par les mails et par l'envoi direct à un professeur, je trouve parfois que c'est un peu violent. Et que nous, quand on reçoit ce mail-là, qu'on est tout seul face à notre écran, il faut quand même ensuite après gérer tout ce que ça implique en termes émotionnels quand on rentre chez soi en se disant « Waouh, on m'a dit ça, est-ce que vraiment je suis quelqu'un qui suis aussi horrible ?» et comment régler cette situation derrière. Enfin, on va ajouter évidemment la montée des exigences institutionnelles, donc face à des demandes du ministère qui sont sans cesse de plus en plus exigeantes, différentes et dont on n'a pas forcément le temps de s'adapter et de les appliquer, donc non pas donc de se stabiliser. En gros, on sait finalement jamais à quelle sauce on va être mangé, quelles nouvelles idées vont jaillir du coup des gens d'en haut qui prennent des décisions et qui n'ont jamais mis le pied sur le terrain. En France, on a quand même un vrai souci avec les programmes et les connaissances, donc on est persuadé que si on charge et on surcharge même des programmes scolaires, eh ben, on va réussir à remonter dans les classements internationaux et à être les meilleurs du monde, ce qui a priori est plutôt faux, puisqu'on est plutôt mauvais. Et on part du principe qu'en fait, plus on va surcharger d'activités un élève, plus on va surcharger des emplois du temps, plus on va en demander aux enseignants, plus les élèves seront efficaces. Ce qui en fait produit plutôt l'effet inverse, parce qu'à force de vouloir faire de la quantité, on ne fait plus du tout de qualité. Donc aujourd'hui, on a des programmes qui sont surchargés. Prenez par exemple celui de 3e, où pour pouvoir le faire efficacement, il faudrait plutôt 2 ans que 1.
donc où on se retrouve à la fin à donner généralement des photocopies, ce qui n'est absolument pas qualitatif, et ni pour l'enseignant ni pour l'élève. On nous surcharge donc sans cesse les programmes, tout en nous réduisant nos heures, tout en nous surchargeant les classes avec 30 à 35 élèves, et en nous demandant de nous adapter de façon hétérogène et diversifiée à chaque type de profil d'élève, parce qu'effectivement, chaque élève est une personne différente, qui n'apprend pas de la même manière que son voisin, mais tout en nous disant que les classes à niveau, non, surtout, il ne faudrait absolument pas en faire. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on mélange tout le monde ensemble, dans une grande émulation. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Je suis navrée de le faire remarquer, et peut-être que certains n'auront pas le même avis que moi, ce que vous avez totalement le droit d'avoir, mais pour moi, je pense qu'il faudrait vraiment revoir le système éducatif dans son entier. Je veux dire, il y a des systèmes éducatifs qui ont prouvé qu'ils étaient mieux sur certaines choses, notamment sur les rythmes scolaires, je suis navrée, mais prenez les systèmes éducatifs scandinaves ou allemands, les élèves travaillent de 9h à 14h, ensuite ils ont des activités plutôt tournées vers la culture ou le sport, ils ont des emplois du temps moins chargés, alors certes, oui, j'entends déjà crier des collègues au scandale, mais ils ont moins de vacances que les professeurs français, mais moi je serais pour qu'il y ait pas forcément 2 semaines de vacances scolaires, qu'il y en ait plutôt une, mais que par contre on ait des journées de cours où les élèves ont un programme moins chargé, où les enseignants puissent aussi avoir, je ne sais pas, peut-être un bureau ou une salle à eux dans lequel ils peuvent aussi faire tout le travail administratif qui est demandé, parce que ça aussi, on nous rajoute sans cesse des tâches administratives dont en réalité on ne parle pas, parce qu'on a l'impression que le professeur c'est toujours celui qui passe son temps à ne faire que cours dans sa salle de cours. Donc je rappelle quand même que l'enseignant prépare ses cours, et je suis désolée de vous l'apprendre, peut-être à part certains qui effectivement ne retouchent jamais leurs cours de toute leur carrière, qui doit être profondément ennuyant d'ailleurs au passage, la plupart d'entre nous, quand on sort d'un cours, on le retravaille ou on le retravaille l'année d'après, ce qui demande de toute manière une adaptation constante et aux élèves et aux sujets qui sont proposés pour se renouveler. Il y a évidemment les corrections dont tout le monde entend parler, mais surtout il faut savoir qu'aujourd'hui, le métier d'enseignant, c'est aussi un métier administratif. Et d'autant plus pour ceux qui sont professeurs principaux. Je passe mon temps à courir après les conventions de stage des élèves, à appeler les parents pour leur demander de remplir EduConnect, qui est un site pour qu'ils puissent rentrer les vœux d'orientation. Je passe mon temps à gérer également les soucis avec les uns avec les autres. Donc il y a un travail administratif qui existe, qui est là, qui est constant. On nous demande aussi des travaux d'équipe, on nous demande de fournir des espèces de grilles dans tous les sens, parce qu'il faut absolument faire des grilles pour tout évaluer tout le temps, parce qu'on a très peur de la subjectivité en France et qu'on n'arrive pas à prendre en compte le fait qu'une note, eh ben oui, je suis navrée, il y a une part de subjectivité. Alors évidemment, on s'appuie sur des critères, mais ces critères totalement objectifs et rationalisés, et ben c'est pas forcément toujours le reflet de la capacité de la personne, donc évidemment qu'il y a une part de subjectivité qu'on va être obligé d'insuffler dans la note derrière. C'est normal. Donc on a toujours 14 milliards et demi de choses à faire annexes et en plus de notre métier, ce qui fait que on se regarde souvent en salle des profs dans le blanc des yeux en se disant mais quand est-ce qu'on travaille en fait? Parce que c'est ça en fait, c'est quand est-ce qu'on fait cours? Quand est-ce qu'on fait cours à force de nous mettre des interventions, de nous mettre des tâches administratives, de gérer les papiers? On se demande véritablement quand est-ce qu'on peut le finir, ce programme infinissable. Donc il y a quand même un moment donné où l'institution va devoir ouvrir les yeux et se rendre compte qu'il y a un réel problème, parce que le système doit être repensé, parce que les programmes comme tels ne fonctionnent pas, et pour les élèves et pour les enseignants, que ça engendre une fatigue chez les élèves et chez les enseignants, et que le système ne fonctionne plus, et qu'il faut le repenser, parce que quand un système arrive en général à bout de souffle, que votre personnel est épuisé, que les élèves eux-mêmes disent que ça ne fonctionne pas, bah faut changer en fait, faut pas garder la tête dans le trou, faut la relever. Bref, je terminerai aussi sur le fait que le professeur a un grand sentiment de culpabilité, généralement, qui se met en place quand il n'arrive pas à réaliser son programme, quand il n'arrive pas à réaliser une tâche qui leur a été demandée, quand il n'arrive pas à gérer tout le reste, quand il ne se sent pas entendu par une société qui lui dit que de toute façon c'est un flemmard qui est tout le temps en vacances et qui n'a pas le droit de se plaindre. Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'on arrive à se mettre une pression tout seul, Rendez-vous compte, et là je parle du coup à ceux qui sont professeurs et qui se reconnaîtront, mais on se met une pression seul, parce que dans notre carrière, qu'est-ce qui va nous arriver? On va être inspecté, et encore aujourd'hui on n'appelle même plus ça des inspections, puisque avant l'inspection était censée nous faire progresser, éventuellement nous ramener plus d'argent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On a 3 inspections dans notre carrière, avec parfois des visites conseils qui certes peuvent mettre une pression derrière, mais qui en fait, qu'on le réussisse ou qu'on le réussisse pas, quel impact ça aura? Aucun. Qu'on fasse bien notre boulot, qu'on fasse mal notre boulot, on sera de toute manière traité de la même façon. Pour celui qui ne travaille absolument pas, il n'y aura pas d'impact. Pour celui qui travaillera plus,
eh ben il n'aura pas plus de reconnaissance non plus. Peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à réfléchir en se disant, mais vraiment concrètement, pourquoi je fais tout ça? Et qu'est-ce qui vaut le coup que je fasse? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de mon métier? Où est ma priorité? Ou face à un programme surchargé, je place le curseur en me disant, ok, pour moi ça c'est important, ça il faut qu'il le fasse, ça il faut que les élèves le voient, tout en justement réussissant à me dire, ok, là je me pose, il y a un problème, donc je vais arrêter de me faire du mal à moi-même et je vais me concentrer en réalité sur ce qui vaut le coup pour les élèves et pour moi. Pour terminer, il y a effectivement de plus en plus d'enseignants qui parlent de cette surcharge mentale et du stress qui est engendré à cause de tout ça, et il faut quand même pas oublier que ce stress, eh ben, il rejaillit sur les élèves qui sont des passoires à émotions. Même si c'est compliqué de déconnecter, même si moi-même, je vais le reconnaître, très le reconnaître même, j'ai énormément de mal à déconnecter, j'ai du mal à ne pas regarder mes mails le week-end, puisque je les regarde du lundi au lundi, et que je travaille pendant les vacances aussi. Je me sens dans l'obligation de toujours répondre quoi qu'on m'écrive, je fais 1001 activités, je corrige parfois même entre le moment où les élèves sont en train d'écrire quelque chose au tableau pour gagner du temps. Je sais pas sur quoi je gagne du temps d'ailleurs. Je réfléchis au cours d'après, je réfléchis au cours d'avant, je me dis si mes élèves ils ont rendu les conventions, s'ils l'ont pas fait, quel mail je dois envoyer, qui je dois appeler après les cours. Donc ça, je pense qu'on en a tous conscience quand on est enseignant, mais qu'il faut qu'on arrive maintenant à se poser et à se dire, ok, là, il faut que j'arrive à penser aussi à moi, parce que c'est pas parce que vous faites 1,5 milliard d'activités que vous avez l'impression d'être efficace que vous l'êtes. Et je dis pas ça pour vous faire culpabiliser, mais vraiment, je pense qu'il faut qu'on apprenne à couper, à prendre du temps pour soi, à peut-être faire moins, mais plus qualitatif, et je suis persuadée que ça s'en ressentira sur son enseignement et sur les élèves. Et au passage, rappeler à l'institution qu'il faudrait quand même qu'elle évolue. Donc après les cours, on fait quoi? On se détend. On respire, on va se balader, ou alors on prend sa voiture et puis dans la voiture on ne pense à rien, on laisse son cerveau en roue libre, parce que faut rappeler quand même que le cerveau a aussi besoin de s'aérer et de couper pour se régénérer. Voilà, on se repose, on repose son esprit et on fait redescendre toute cette surcharge cognitive et mentale qui nous pèse toute la journée. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous remercie en tout cas encore une fois pour votre écoute, toujours qualitative, je l'espère. Non pas forcément quantitative, vous avez le droit de ne pas avoir regardé la vidéo en entier. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux enregistrements et encore merci du coup pour votre écoute. Au revoir!